Madame la Présidente, mes chers collègues, merci d'abord de m'avoir invité. C'est un retour pour moi puisque en 2007, j'avais, après une dizaine de jours passés en Martinique, essayé d'étudier du point de vue observationnel ce qui s'y passait et j'en avais déduit qu'effectivement, il y avait des problèmes d'environnement et de santé publique extrêmement critiques dans cette île. D'ailleurs, c'est ce qui concerne les îles en général. Et donc écrit un rapport qui, à l'époque, avait fait tout de même un certain nombre de bruits, puisque j'avais, au travers de ce rapport, alerté la métropole sur les problèmes de santé en Martinique, et notamment en ce qui concernait le chlordécone. Ça m'avait valu un certain nombre de critiques à l'époque, très vives, en métropole, bien sûr, mais aussi avec une audition à la clé, une audition par l'Assemblée nationale, etc., et des informations diffusées sur toutes les chaînes télévisuelles en France, et en Martinique, également le scepticisme, des oppositions en provenance des instances économiques de l'île, parce qu'on me critiquait en disant que je mettais en péril le commerce de la banane, et également un certain doute, si ce n'est une opposition en provenance de la société civile. Maintenant, on n'en est plus là, puisque effectivement, on en est à tout de même une prise de conscience relativement importante de ce qui s'est passé. Et j'ajoute que, si vous voulez, c'est ce que je dirais en fin de journée, je dois ce combat à Aimé Césaire, que j'avais rencontré pendant plus d'une journée à Fort-de-France, et qui m'avait dit: docteur, faites tout ce que vous pouvez faire pour sauver ce petit rocher perdu dans l'océan Atlantique. Et je dois dire que, investi de cette vision de cet homme que je respectais énormément pour ses prises d'opposition, ceci m'a fortifié dans le combat que j'avais mené à cette époque. Alors, l'ANSES, si vous... Juste t'interrompre, te dire que si tu veux enlever ton masque, ça ne posera pas de problème, ce sera plus audible, ce sera plus confortable. Est-ce que tu es vacciné? Je ne suis pas vacciné. Bon, alors... Non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. J'assume. Bon. J'assume pleinement. Bon, alors, si vous voulez, pour moi, l'ANSES a aujourd'hui trois intérêts majeurs. Et quand je dis majeurs, c'est dans mon esprit un lien étroit qu'il faut absolument privilégier vis-à-vis de l'ARS, qui a bien sûr dans ce pays un rôle très particulier vis-à-vis au plan sanitaire à jouer. Alors le premier intérêt de l'ANSES, c'est que c'est un rassemblement de médecins. Donc ça n'est pas, si vous voulez, a priori, la fabrication d'une opinion. C'est au contraire et c'est le deuxième point, une indépendance scientifique, c'est-à-dire que les messages qui doivent sortir de l'ANSES ne peuvent être que scientifiques et indépendants. Indépendants, pourquoi? Parce que dans ce qui se passe dans cette île, mais c'est partout pareil, et ce n'est pas du tout une critique de ma part, on est plus souvent dans l'opinion, si ce n'est dans une information déformée et qui n'est pas de bonne aloi pour essayer de régler le problème tel qu'il se pose au plan scientifique, c'est-à-dire environnemental et sanitaire. Le troisième intérêt de l'ANSES, c'est qu'il peut constituer un contre-pouvoir, je dirais, vis-à-vis des influences politiciennes qui défendent des intérêts contraires à la société civile et en particulier au plan environnemental et sanitaire. Et donc ce contre-pouvoir, il est essentiel. Donc mon action personnelle, en tout cas,
c'est de rester purement scientifique et de ne promouvoir des idées que basées sur des faits scientifiques prouvés. Alors, l'autre point qui est à considérer, c'est que la Martinique a fait l'objet, tout au moins pour ce qui est de l'étude du chlordécone, notamment dans les cancers de la prostate, d'une espèce de rejet de la part de la métropole par rapport à la Guadeloupe. La Guadeloupe a eu les crédits, la Martinique ne les a pas eus, et notamment il y avait Agnès Buzyn qui était à l'époque la directrice de l'Institut national du cancer, qui a sucré, si j'ose dire, les subventions qu'on pouvait donner à la Martinique pour faire des recherches scientifiques, alors que la Martinique avait tous les moyens de faire des études tout à fait correctes, notamment avec l'AMREC. Je ne sais pas ce qu'il est devenu maintenant, mais à l'époque, en tout cas, l'AMREC était un organisme qui avait des données relativement fiables sur ce qui était de l'incidence des cancers de la prostate. Enfin, dernier point, si vous voulez, je reviens ici depuis 2007, ça nous fait presque 15 ans, et ce que j'ai dit à Josiane, c'est que nous allions republier l'état des lieux actuel, actualisé pour ce qui est des cancers de la prostate, du diabète de type 2 également, qui est, si vous voulez, qui était plus importante que la métropole il y a encore quelques temps. C'est ce que je montrerai à la fin de cette séance. Et sur les autres cancers, cancer du sein et cancer du gros intestin, pour lequel les études que nous avons réalisées montrent que les pesticides, s'ils ont un rôle à jouer, ça n'est pas majeur. Il y a pour ce qui est par exemple du cancer du sein, il y a essentiellement, comme en métropole, le rôle du régime, de l'alimentation, du régime alimentaire, c'est-à-dire des régimes hypercaloriques, riches en graisses animales et pauvres en végétaux. Donc on retrouve les mêmes facteurs de risque en métropole, à ceci près que, alors que pour les cancers de la prostate, ce sont les hommes descendance africaine qui sont plus vulnérables que les hommes qui sont en métropole. Pour les cancers du sein, c'est l'inverse. Les femmes antillaises paraissent moins vulnérables que les femmes de métropole en ce qui concerne le cancer du sein. Voilà. Donc, vous voyez, il y a tout ça à discuter, et ce que j'ai proposé tout à l'heure à Josiane, c'est de refaire un état des lieux 15 ans après presque 15 ans après 2007, pour savoir où nous en sommes au plan scientifique, au plan environnemental dans la mesure des disponibilités de données, et au plan sanitaire, bien sûr, pour savoir où on en est, et tordre le cou à des fausses opinions qui, quelquefois, sont émises, notamment par certains chercheurs de Guadeloupe, tendant à dire que le chlordécone n'a rien à voir, et donc renforce le pouvoir de l'État, qui est de passer sous silence des problèmes de santé que je persiste à penser sont majeurs. Car, si vous voulez, il faut savoir que quand on est une île comme la Martinique ou la Guadeloupe d'ailleurs, les îles sont beaucoup plus vulnérables à des facteurs environnementaux, tout simplement parce que les problèmes de dépollution sont beaucoup plus difficiles à réaliser, et d'autant en Martinique, en raison de cette nappe aquifère qui est polluée. Et avec M. Cabidoche, à l'époque, nous avions calculé que c'était 40 générations de Martiniquais qui auraient pu être touchés, seraient touchés par cette pollution, étant donné que le taux de renouvellement de cette masse aquifère est extrêmement faible, et donc lorsqu'elle est polluée, la pollution persiste et ressurgit dans le lit des rivières. Et j'ai lu récemment un article, absolument que j'ai pas eu le temps, bien sûr, j'ai pas eu le temps hier soir d'en faire état dans Martinique première, c'est que l'utilisation
du Roundup, c'est-à-dire du glyphosate dans l'île, fait ressurgir la chlordécone, autrement dit, stimule la quantité de chlordécone qui ressort de cette nappe aquifère, et donc avec les méfaits sanitaires qu'on peut en attendre. Donc il y a un lien de type cocktail entre le glyphosate, par exemple, et le chlordécone, et ceci a, semble-t-il, bien été démontré pour ce qui est de la Martinique et de la Guadeloupe, les Antilles en général. Voilà. Donc, merci pour tout. Et donc, si je suis là, c'est que j'essaie de mon côté, dans la mesure de nos moyens métropolitains, de contribuer à soutenir ce que peut faire l'ANSES au niveau médical et scientifique. Et donc, l'idée, c'est d'écrire un article commun de médecins, de chercheurs, si vous voulez, pour refaire l'état des lieux, presque 15 ans après 2007, pour savoir ce qui en est donc en Martinique aujourd'hui. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Donc encore merci. Et surtout, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le rassemblement des compétences. Et ici, je vois qu'il y a des spécialistes gynécologues, des spécialistes pneumologues, etc. Donc une pédiatre là. Donc moi, je m'occupe des cancers. Donc on est, si vous voulez, tout au moins au sein de l'ANSES, avec une biodiversité qui est respectée au niveau des compétences. Et ça, ceci est excessivement important. Chaque personne qui est ici a sa place, bien sûr, pour essayer d'avoir un message commun et le plus proche possible de la réalité. On a, j'ai oublié, un endocrinologue du CHU. Voilà. Bon, voilà. Donc tout le monde est là, et ça c'est très important d'avoir une représentante de l'ARS également. Et donc il est évident que ce document qui sera un rapport consensuel sera bien sûr soumis à l'ARS de façon à ce qu'on ait non pas un accord officiel, si on l'a tant mieux, mais au moins une vision des choses qui soit compatible avec ce que pense l'ARS de son côté. Voilà un petit peu le programme. Donc même si nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui, c'est pas très grave. Le Covid est là pour nous freiner dans notre vision des choses. Et ce qui est très important, c'est ce rassemblement et surtout cette solidarité, je dirais, intellectuelle face aux problèmes de santé publique qu'il va bien falloir résoudre d'une façon ou d'une autre un jour, parce que le message pessimiste de dire qu'il y en a pour 40 générations, c'est une espèce de condamnation qui me fait penser à l'existence d'un véritable crime de santé. Et là, il n'est pas de notre devoir, de notre obligation en tout cas, de chercher les coupables. C'est pas cela. On peut bien sûr avoir des opinions personnelles. C'est de faire un état des lieux le plus proche possible de la réalité scientifique. Alors peut-être que je vais, s'il n'y a pas de questions. Ah oui, vas-y. Oui, alors en fait, j'ai bien compris quand vous parliez de l'incidence des cancers de la prostate chez les hommes en Martinique d'origine africaine, importante, par rapport à l'incidence des cancers du sein chez les femmes d'origine pareille, africaine, qui était moindre, qui était quasiment moindre que même en métropole, hein, puisqu'il y a d'autres facteurs, vous le disiez. Par contre, j'ai été frappée, parce qu'en fait, je suis bien anesthésiste et animateur, mais je suis aussi médecin en soins palliatifs, et j'ai été frappée, bien qu'on ne doit pas faire d'études de race, par l'incidence très élevée des cancers, côlon, pancréas, chez les béquets. Alors, ils ne seront pas tous dans le logiciel Mosaïque Cancer, puisque comme je suis en soins palliatifs, que les malades partent en métropole, à Miami ou ailleurs se faire soigner, et ils rentrent, on va dire, mourir chez eux. Et donc, je les vois dans ce cadre-là. Et vraiment, le pourcentage, pour un petit 1% à peine de population béquée que nous avons, je pense qu'ils payent un lourd tribut
au niveau des cancers. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est parce qu'ils se marient et que c'est purement génétique, bien que pancréas, c'est pas génétique, côlon, etc., c'est pas génétique. Est-ce que c'est le chlordécone, puisque souvent les plantations étaient tout près des habitations? Et je me pose cette question. Je ne sais pas si vous avez déjà des réponses. Non, je n'ai bien sûr pas de réponse. Faudrait, si vous voulez, dans ce que vous dites, ce qui est très important, c'est qu'il faudrait avoir des chiffres pour confirmer ce qui se passe chez les béquets proprement dit. Il y a un point que je voudrais tout de même, que j'ai signalé et que je démontrerai à la fin de cette journée, c'est que le chlordécone, c'est pas tout. On ne peut pas tout expliquer par le chlordécone. Le chlordécone a certainement un rôle à jouer, mais c'est les centaines de pesticides qui ont été déversés sur ce territoire bien avant l'utilisation du chlordécone qui ont encore un rôle, bien que, si vous voulez, il est évident qu'il y a des... si on fait les dosages, eh bien, ça a en partie disparu, parce que c'est... et un point aussi très important, c'est que, et c'est là ma critique vis-à-vis des travaux qui sont faits en Guadeloupe, doser le chlordécone dans le sang, c'est pas suffisant. Il faudrait le doser dans les tissus graisseux, car ce sont là où cette molécule, ce perturbateur endocrinien, risque de s'accumuler de façon permanente et d'être relargué dans le sang. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué en fait. Et le fait d'avoir trouvé un effet dose dans l'étude Caru-Prostate, c'est presque, pour moi, un hasard, si vous voulez, parce que il aurait été le sang n'est qu'un reflet extrêmement temporaire de l'intoxication par des pesticides organochlorés tels que le chlordécone. Donc c'est tout ça qu'il va falloir discuter dans ce rapport consensuel que j'espère pouvoir vous soumettre et à signature par les médecins de l'ANSES en septembre prochain. Voilà, nous sommes en train de reprendre tout l'ensemble de ce que nous avons comme connaissances objectives. Bien sûr, ça ne peut se passer qu'avec vous, parce que je n'ai pas toutes les connaissances sur le terrain, mais c'est ce que nous devons faire. Rester scientifique, c'est la devise essentielle, et tout en sachant que ce n'est pas parce qu'on va faire un article de plus et qu'on va rester très scientifique qu'on aura une écoute bienveillante de la part des pouvoirs publics. Pas du tout, parce que malheureusement, les pouvoirs publics, l'État de façon générale, a d'autres considérations que purement scientifiques pour établir son action. On l'a bien vu avec l'épidémie de Covid-19 où manifestement, si vous voulez, les prises de position de l'exécutif n'étaient pas toujours en accord avec ce que pensaient certains scientifiques face à cette épidémie. Bon, je crois qu'on évolue dans le bon sens, tant mieux, mais attendons la suite. Eh bien, c'est la même chose pour ce qui est de la situation sanitaire ici. Il faut tout faire pour arriver à trouver des solutions pour faire en sorte qu'il y ait une préservation de la société civile et notamment des enfants qui sont les personnes les plus vulnérables, quel que soit le type de pollution, que ce soit des pesticides ou même des champs électromagnétiques. Donc voilà. Donc c'est un énorme défi qui se pose d'ailleurs à l'humanité tout entière, tout en sachant que ce qui se passe ici est particulier, parce que c'est une île, parce qu'il y a aussi une tradition, parce qu'il y a un climat tropical et puis une tradition particulière, et donc faire en sorte que les populations soient éduquées de façon... par exemple, hier soir quand je suis arrivé, il y avait 4 ou 5 pêcheurs à la ligne qui étaient en train de pêcher au bord dans la mer, là au bord d'ici, alors qu'on sait que les littorales sont pollués pour des années et des années. Pas la Caraïbe. Oui. Pas sur le littoral. Ah bon? Ah bon? Ah d'accord. Bon, bah alors, je retire ce que j'ai dit, mais tant mieux. Mais la baie de Fort-de-France est polluée. Oui. Bon. La baie de Fort-de-France, Saint-Pierre sont pollués. Oui, bon, voilà. On va commencer. On commence. Voilà, donc nous allons commencer... Voilà, nous allons aborder donc la question de l'épigénétique et cancer. Alors, épigénétique et cancer, indication perturbateur endocrinien, c'était ce que j'avais proposé comme titre, mais vous allez voir que je vais en partie répondre à cela, mais surtout poser le problème des radicaux libres, c'est-à-dire de ce qui résulte du stress oxydant.
Alors, c'est un sujet difficile, hein, et excusez-moi si... Comment ça marche ce truc-là? Voilà. Alors, non, il faut que je... Voilà. D'abord, un grand hommage à deux personnes qui ont, si vous voulez, permis de comprendre un certain nombre de choses. D'abord, Lamarck. Non, oui, Lamarck. D'abord Lamarck. Dans son fameux traité de philosophie zoologique. Vous savez que Lamarck disait tout simplement que, d'une part, les acquisitions, alors à l'époque on n'avait pas la notion de mutation, etc., mais les acquisitions des caractères acquis étaient transmissibles de façon héréditaire. Alors on a rigolé vis-à-vis de ce que Lamarck disait. Quand je coupe la queue d'une souris, eh ben, ça ne se transmet pas à l'hérédité. Bon, voilà. Donc on a et puis on a dit aussi que que Lamarck avait tort, parce qu'il expliquait le fait que les girafes avaient un long cou pour se nourrir et attraper les feuillages des arbres. Donc, comme si le caractère d'acquisition de ce long cou était lié à des problèmes environnementaux nutritionnels. Et on redécouvre Lamarck en disant qu'il a une part de vérité. Et vous allez voir que, en fait, l'épigénétique est là pour nous expliquer que Lamarck avait en partie raison. Et puis, 50 ans après la publication de la philosophie zoologique, il y a l'origine des espèces. Hein. Lamarck publie en 1909 la philosophie zoologique. L'origine des espèces, c'est 1859. Alors, on connaît beaucoup mieux Darwin, qui contredit Lamarck, tout simplement. C'est que pour lui, l'adaptation n'est pas liée à l'environnement comme le pensait Lamarck, c'est-à-dire des besoins environnementaux. Là, c'est une sélection qui est liée au hasard, selon Darwin, et qui fait que, avec un principe qui guide l'ensemble, qui est le principe de sélection naturelle. Autrement dit, c'est le plus fort qui gagne, ou plus exactement, les espèces qui trouvent des nourritures en grande quantité, qui se reproduisent donc plus vite que les autres et qui expliquent l'évolution des espèces. Les deux ont raison, car il y a forcément aussi un aspect sélectif qui peut jouer, mais l'acquisition de caractères transmissibles par l'hérédité, c'est ce que l'épigénétique démontre aujourd'hui. Et c'est ça, si vous voulez, qui fait qu'on est entre la francophonie d'un côté, combattue par l'anglophonie, puisque Darwin est anglais et que beaucoup de gens, de scientifiques y compris, se réclament du darwinisme pour expliquer tout. J'ajoute que le darwinisme, c'est au niveau des organismes cellulaires que ça se passe. Ça n'est pas, que sur les bactéries, etc., ça n'est pas moléculaire. Alors que certains scientifiques, contrairement à ce que Darwin avait dit, pensent qu'il y a même une sélection moléculaire qui permettrait, qui serait expliquée par le darwinisme. Non, si vous voulez, c'est là l'erreur qui a été faite. C'est les organismes cellulaires qui sont éventuellement sélectionnés pour les raisons que j'ai indiquées. Alors, attendez, moi je ne suis pas du tout là-dessus. Bon, attendez, on ne va pas aller loin là. Hein. Voilà. Alors, quelque chose qu'il faut rappeler de façon à comprendre la suite, c'est comment ça se passe un cancer. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie somatique des mutations. Bon, vous avez une période d'initiation, c'est-à-dire où, avant que le cancer n'apparaisse, il y a une première étape qui est qu'une première cellule va être anormale et avoir des phénomènes qui vont intervenir. Et l'épigénétique intervient essentiellement au niveau de l'initiation et au niveau de la progression, comme nous le verrons. Mais c'est important de rappeler cet état-là. Et puis vous avez une étape de promotion. Au fond, ce que l'initiation fait,
c'est qu'elle donne la possibilité à une cellule de se diviser, mais de façon non irréversible. C'est-à-dire qu'à la période de promotion, vous pouvez encore revenir à un état antérieur, c'est-à-dire vous n'êtes pas sûr d'arriver au cancer, qui est, lui, au stade de la progression, caractérisé par une irréversibilité avec une progression, donc des divisions qui sont a priori illimitées et infinies. Donc, et cela, dans la théorie classique des mutations somatiques, vous avez un nombre critique de driver mutations, c'est-à-dire de mutations qui donnent, si vous voulez, cette progression, qui guide cette progression, qui conduit cette progression. Voilà, alors, ceci et cette progression qui est monoclonale. Et là vont apparaître au terme, quand il y a le nombre de critiques de mutations, c'est multiclonal au début, mais par la sélection, vous allez finir par avoir une prolifération monoclonale. Donc, et là, on a le darwinisme qui intervient. Mais si vous voulez, voilà. Donc ça, c'est très important de bien retenir. Initiation, promotion, progression. La promotion, c'est une prolifération, mais réversible encore. La progression, c'est une prolifération irréversible avec des phénomènes de sélection clonale. Voilà pour résumer. Et puis vous avez l'initiation qui est la première étape où une première cellule est concernée et touchée et qui acquiert cette faculté de promotion. Ah bah décidément, je ne sais plus comment faire, oui. Alors, ceci, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un article que nous avions publié en 2007, là vous voyez, 2007 et 2010, voilà. Donc c'est l'état des lieux des causes possibles pour expliquer le cancer. Donc on a des causes environnementales, vous avez des causes virales, vous avez des causes qui sont liées au rayonnement et surtout des causes chimiques. Alors dans ces causes chimiques, ben, vous avez, si vous arrivez à lire, je ne sais pas, vous avez des colorants, vous avez des dérivés du benzène et du benzène, les dioxines, la formaldéhyde, des résidus hormonaux, des métaux, des composés nitrosés, des organochlorines, des composés organochlorés, et là, à ce moment-là, on tombe sur les pesticides, bien sûr, voilà, et puis les PCB, etc. Et les pesticides, bien sûr, que j'ai noté là. Alors, l'intérêt de ce que notre revue générale de l'époque, c'est d'avoir distingué ceux qui étaient mutagènes, les propriétés mutagènes, vous voyez que la plupart sont mutagènes, ceux qui ont en plus une action de promotion, qui vont jouer sur la promotion, et puis enfin, la notion de cocarcinogénicité, il y a un certain nombre qui sont cocarcinogènes. Alors, cocarcinogène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça n'est pas forcément mutagène, ni jouer sur la promotion, mais que ça favorise l'un ou l'autre. C'est-à-dire que ce sont des actions qui vont favoriser la mutagénicité, par exemple. L'alcoolisme, si vous voulez, l'alcool éthylique, ce n'est pas mutagène, a priori, ça n'est pas promoteur, mais c'est cocarcinogène, c'est-à-dire que ça va favoriser l'apparition des mutations ou favoriser l'action des promoteurs. Voilà. Donc, ceci, c'est pour bien montrer que le cancer est en fait une maladie de l'environnement, contrairement à ce que certains épidémiologistes veulent nous dire, c'est-à-dire que pour faire un cancer, il suffit il y a l'alcoolisme, il y a le tabagisme et il y a les déséquilibres de régime alimentaire, mais tout ceci n'est pas suffisant pour expliquer un cancer. Il faut vraiment qu'il y ait des mutagènes. Le tabagisme, si vous voulez, c'est pas le fait de fumer qui est la cause directe, c'est tout simplement le fait que dans les goudrons résiduels de la combustion liée du tabac et dans l'air, la fumée qui s'en dégage, vous avez à la fois des mutagènes, de multiples molécules mutagéniques, et
des molécules promoteurs. Donc ça veut dire que indirectement, bien sûr, le tabagisme favorise l'existence de ces facteurs cancérigènes. Alors, vous voyez que dans un livre antérieur que nous avions fait, il faut savoir que tous nos livres, les livres que j'ai pu écrire, sont basés sur des faits scientifiques. C'est pour ça qu'ils sont quelquefois un petit peu difficiles à lire, mais rien n'est du domaine de l'opinion. Pour moi, l'opinion, c'est quelque chose à absolument abattre. C'est pas suffisant. On peut avoir des idées, mais scientifiquement, ce sont des hypothèses. Mais les opinions qu'on colporte avec une doxa qui, quelquefois, est contraire à la réalité scientifique, eh bien, ça fait plus de mal que de bien, en fait, au niveau des chercheurs. Alors, les chercheurs sont quelquefois pas tous d'accord entre eux, ça c'est évident, mais si vous voulez, la science finit toujours, un jour ou l'autre, par obtenir un consensus national. Enfin, international plutôt. Alors, l'environnement, ça a été amplement démontré pour le diabète de type 2, dont en particulier les pesticides, les principaux facteurs créateurs de diabète de type 2 sont les pesticides. Et on va retrouver, pas la chlordécone, pour lequel je n'ai pas trouvé l'article pour dire que si la chlordécone était diabétogène, elle l'est probablement, mais ce n'est pas prouvé scientifiquement. Par contre, on a d'autres pesticides utilisés antérieurement, avant le chlordécone en Martinique, qui ont prouvé être diabétogènes. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de diabète, l'une des raisons en tout cas pour lesquelles il y a beaucoup de diabète en Martinique, plus qu'en métropole. Bon, l'obésité également, ceci a été démontré notamment par mon collaborateur Philippe Irigaray, qui est le premier à démontrer que par exemple le benzoapyrène, celui qu'on trouve dans les gaz d'échappement des voitures, pouvait induire de l'obésité. Alors l'opinion, c'est de dire qu'il suffit que les gros, vous voyez les très gros qu'on peut voir, ils sont gros parce qu'ils bouffent trop. C'est pas vrai, c'est tout simplement parce que pendant la grossesse, la maman a été contaminée la future mère a été contaminée par du benzoapyrène notamment, et donc ça a modifié le nombre des adipocytes, c'est-à-dire le nombre des cellules graisseuses, et que l'enfant va de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il ne mange pas beaucoup, devenir gros. Donc si vous voulez, c'est tout un système nouveau qu'il faut bien concevoir au niveau théorique aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe en pratique. Alors, vous voyez qu'on est parti ici aussi de liens entre obésité et cancer, entre cancer et diabète de type 2, et donc on a soit une explication purement épidémiologique, attendez, voilà. Oui, c'est en haut. On a l'explication épidémiologique qui est là, mais là, c'est l'explication théorique liée à ce qui se passe au niveau de l'environnement. Alors, un point qui va mettre tout de suite sur la voie de l'épigénèse, de l'épigénétique, pardon, excusez-moi, c'est que ça, c'est une étude qui a été publiée donc en Grande-Bretagne, et donc vous voyez que j'ai trouvé où c'était, oui, c'est là. Oui. Voilà, les Pakistanais font très peu de diabète de type 2. Bon. Alors que les habitants de Grande-Bretagne, dans Yorkshire, en font beaucoup. Et alors le point très curieux, c'est que quand les Pakistanais... Si tu ne vas pas te retourner, les trois comme ça, ce sera mieux, non? Non, ça fait rien, ça va. Mais quand les Pakistanais migrent, si vous voulez, en Grande-Bretagne, dans la même région, ils font autant de diabète de type 2 que les gens qui y habitent. Et ils ne font plus du tout un taux de diabète comme leurs parents. Donc, il y a une influence de l'environnement qui n'est pas génétique, qui est manifestement liée au fait que la région dans laquelle on habite, l'environnement, fait qu'on acquiert un diabète de type 2. Comment expliquer cela? Alors, il y a 25 ans, on croyait que le diabète était une maladie génétique. Vous allez encore avoir des publications. Alors, il y a des facteurs génétiques dans le diabète, de susceptibilité génétique. Mais ça n'est pas ce qui est en cause, c'est l'environnement.
Et vous voyez que quand on prend cela, c'est, si vous voulez, peut-être ce qui va nous mettre sur la voie de ce qui se passe en Martinique pour ce qui est des pesticides notamment, enfin de l'environnement, qui va faire que malgré une susceptibilité qui est augmentée ou pas par rapport, par exemple, aux descendants de la métropole, eh bien, ce facteur génétique ne va pas être seul en cause. Il y a des facteurs environnementaux. Non, attendez. Voilà. Alors, là où on va commencer à approcher l'épigénétique, c'est que vous avez ce qu'on appelle le génome, c'est-à-dire ça tout le monde sait, c'est l'ADN, et avec donc des séquences bien ordonnées. Et vous allez voir qu'il faut associer le génome à un disque dur, c'est-à-dire à un disque dur. Alors que l'épigénome, il va falloir l'associer à un logiciel. Le logiciel, c'est-à-dire, ça va conditionner l'expression du génome. C'est ça. Bon. Alors, vous voyez que là, on a, si vous voulez, donc des facteurs environnementaux qui vont modifier l'épigénome, qui va lui-même éventuellement jouer sur l'expression du génome. Donc ça vous explique la flèche qui est là. Et puis, ce qu'on sait, et ça on va le voir plus amplement, c'est que ce soit le génome et l'épigénome, ça va favoriser l'inflammation. Et l'inflammation est à la base de pratiquement toutes nos maladies. C'est l'inflammation de bas grade qui est en cause. Donc c'est-à-dire quelque chose qui est purement moléculaire, une inflammation froide, moléculaire, mais qui est à la base de la plupart de nos maladies. Et ça, je vais essayer de vous convaincre tout à l'heure. Alors, là maintenant, voilà. Non. Alors, il faut que je revienne. Voilà. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, ceci est le cercle vicieux de l'inflammation de bas grade. C'est-à-dire que vous avez des agents toxiques qui peuvent d'emblée fabriquer de l'inflammation. Exemple, si vous voulez, on sait pertinemment que souvent, on parle d'allergie à tort. Dans, par exemple, ce qu'on appelle le MCS, c'est-à-dire la sensibilité multiple aux produits chimiques. Bon. Ces gens-là font parfois, assez souvent d'ailleurs, des crises d'asthme, ce que j'appelle pseudo-asthme, car c'est à distinguer complètement de l'allergie asthmatique. Quand vous avez l'allergie, ça se définit par un allergène et qui va créer une intolérance, je dirais, de type immunologique. Par le biais d'un allergène, vous allez obtenir donc, dans le cadre d'un terrain atopique, vous allez obtenir une crise d'asthme. Bon. Mais s'il n'y a pas d'allergène, il n'y a pas de crise d'asthme. Mais là, dans cette inflammation induite dans le MCS, la sensibilité multiple aux produits chimiques, vous avoir aussi des crises d'asthme, ça n'est pas de l'asthme allergique, il n'y a pas d'allergène. C'est un effet direct des produits chimiques sur les muqueuses bronchiques qui va créer l'asthme. Et donc c'est pour ça que j'appelle pas ça de l'asthme, mais du pseudo-asthme. Bon. Voilà. Donc les agents, si vous voulez, toxiques peuvent directement créer de l'inflammation. Mais ils peuvent aussi, ceci est très important, créer des radicaux libres par le biais d'un stress oxydant. Et ça, nous verrons ce qui se passe. Et à partir du moment où vous avez des radicaux libres, ça va, vous savez ça va pouvoir créer de l'inflammation également, ou aller jusqu'à la destruction cellulaire, et on sait que destruction cellulaire avec des débris cellulaires qui vont apparaître, et là, créer de l'inflammation aussi. On sait que les débris cellulaires peuvent créer de l'inflammation. Donc vous voyez qu'il y a un cercle vicieux de l'inflammation à tous les niveaux, et que les grands responsables sont les agents toxiques, soit créer une inflammation directement, soit créer une inflammation par le biais de radicaux libres.
Je ne suis pas doué. Hein. Voilà. Alors, l'épigénétique, vous voyez, est circulaire. Alors que la génétique classique admettait que nous étions dans un processus linéaire et qui était irréversible. L'ADN, l'ARN messager, la protéine, et la protéine qui donne une fonction dans la cellule. Ça, c'est la théorie, si vous voulez, qui est depuis la découverte de l'ADN, qui ont donné les prix Nobel de François Jacob et de Monod, c'était clairement, si vous voulez, accepté. L'épigénétique est venue modifier complètement cette vision des choses, puisque l'ADN donne l'ARN messager, ça ne bouge pas, les protéines, mais là, ces protéines vont réguler ou dysréguler de façon générale l'épigénome. Donc ça veut dire qu'il faut savoir que l'expression et que cet épigénome va modifier l'expression de l'ADN. Donc ce qu'il faut bien distinguer, c'est que dans la courbe ici, qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez. Ici c'est linéaire, mais on est dans quelque chose de structurel au niveau de l'ADN, c'est le disque dur. Alors que ici, on est toujours bien sûr dans le disque dur, etc. Mais l'épigénome, c'est quelque chose qui est soumis à une régulation des protéines, et lui-même, cet épigénome, va jouer dans l'expression des gènes. Donc c'est circulaire. Ici, c'est structurel, ici, c'est fonctionnel. Tout est là la différence, puisque ça joue sur l'expression des gènes. Non, décidément, je me trompe. Alors, de l'extrême complexité des relations entre génétique et épigénétique. Pour ce qui est de l'épigénétique, alors, c'est un moyen d'expliquer le rôle de l'environnement. C'est ça qui est essentiel, c'est que l'idée qu'on avait avant, c'est que l'environnement pouvait jouer directement sur la structure de l'ADN, c'est-à-dire c'est la théorie classique mutationnelle. Là, on est dans quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer sur une modification de la structure du génome, on va jouer sur une modification de l'expression des gènes. Alors, transmission et mémorisation des informations en provenance de l'environnement, avec pour conséquence fonctionnelle la modification du phénotype par opposition au génotype qui n'est pas structurellement altéré. C'est ce que je vous dis là. C'est-à-dire qu'il y a tout simplement une modification fonctionnelle du génome et pas structurelle. C'est ce qui définit l'épigénétique. Donc, modification de l'expression des gènes, mais pas de mutation de l'ADN. C'est ce qui définit l'épigénétique. L'ADN considéré comme la mémoire du système, hardware, c'est le disque dur, et l'épigénétique comme un logiciel software, c'est-à-dire que on modifie l'expression du disque dur. Voilà, ça c'est très important de comprendre ceci de façon à voir ce que représente l'épigénétique. Alors c'est en fait très compliqué parce que, si vous voulez, les informations en provenance de l'environnement donc peuvent jouer à différents niveaux. Ça va jouer au niveau de l'ADN nucléaire, mais encore et beaucoup plus au niveau de l'ADN des mitochondries. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir. Parce que les mitochondries ont un ADN qui est différent de l'ADN nucléaire. Ça, vous savez ça. Bon. Mais cet ADN-là
est incapable de se réparer parce qu'ils n'ont pas d'histone, ils n'ont pas de système de réparase. C'est-à-dire que c'est un ADN pratiquement nu. Donc, quand vous avez une cellule qui est soumise à un pesticide, quel qu'il soit, eh bien, les dégâts vont avoir lieu d'abord et avant tout au niveau de l'ADN mitochondrial. Et donc, quand ça joue au niveau de l'ADN mitochondrial, ça joue au niveau du stress oxydant qui va être amplifié avec des radicaux libres qui vont être, si vous voulez, agir. Et l'une de nos thèses actuelles et sujet de recherche à l'ARTAC, c'est de dire que, en fait, ces radicaux libres interviennent également dans les modifications d'expression des gènes, autrement dit, ont des effets épigénétiques. Et donc, c'est pour vous dire que c'est pas que l'action de l'environnement type pesticide vis-à-vis des cellules, ça ne va pas forcément jouer directement au niveau de l'ADN nucléaire, ça passe par les mitochondries et avec des radicaux libres. Alors c'est très compliqué. Voilà. Alors qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, il y a, si vous voulez, globalement, pour expliquer l'effet de l'environnement sur l'ADN au niveau de l'expression des gènes, il faut savoir que globalement, si vous voulez, c'est un état répressif, c'est-à-dire que ça va plutôt altérer l'expression des gènes. Gène silencing, ça veut dire ça va mettre en hibernation certains gènes. Et donc, à partir du moment où il y a certains gènes qui ne sont plus exprimés, ça peut avoir bien sûr des dégâts au niveau cellulaire et au niveau notamment au niveau de l'ADN mitochondrial. Alors, là-dessus est arrivé, et c'est là j'en viens maintenant aux perturbateurs endocriniens, toute l'épigénétique, ou pratiquement une grande partie des théories actuelles en épigénétique, c'est lié au distilbène. Vous savez qu'autrefois, on administrait le distilbène à des femmes enceintes en période de grossesse pour tout simplement afin d'éviter d'avorter. Bon. Or, on s'est aperçu, et c'est le premier point, que d'abord c'était toxique pour les mères, ça c'est une chose, mais aussi et surtout on créait la survenue de tumeurs vaginales chez la petite fille, donc on était en descendance F1, et puis des malformations congénitales chez le petit garçon lors de la première génération. Et puis on a observé après, comme par hasard, des modifications au niveau de l'obésité, une hypofécondité, des anomalies utérines, en particulier l'endométriose, à la 4e génération. Alors que rien ne pouvait prédisposer génétiquement ses descendants à ce type de maladie polymorphe. Quel lien entre, si vous voulez, ce perturbateur endocrinien et l'endométriose, par exemple, des petites filles, ou l'obésité. Bon, et le cancer. Donc, c'est pour vous dire que on en est arrivé à se dire, bon, bah, il y a un facteur héréditaire tout de même qui se passe. Il y a l'information initiale liée au distilbène a créé tout de même une information héréditaire, nouvelle, une acquisition. Et donc, comment ça se passe? C'est pas la génétique, puisque la génétique, ça n'aurait pas dû agir. Donc, l'épigénétique. Alors, un autre point est arrivé aussi, c'est quelque chose de complètement différent. C'est que l'origine des maladies, autrefois on pensait que les maladies, c'était quelque chose qui arrivait, alors éventuellement avec un rôle de l'environnement, mais une fois qu'on était né, après la naissance. C'est-à-dire que
il y avait les virus, donc on pensait que l'enfant qui avait une leucémie aiguë, par exemple, c'était un virus qui était apparu après la grossesse, après la naissance. On pensait que, par exemple, le diabète ou l'obésité, c'était des choses qui apparaissaient après la naissance. Eh bien, pas du tout. La plupart de nos maladies naissent avant la naissance, dans le ventre de la mère. Et ceci est capital. Donc, par exemple, pour le diabète, vous avez ici l'exemple du diabète, ça commence in utero, c'est-à-dire au niveau prénatal. Bon, alors, il y a peut-être, bien sûr, des facteurs qui vont conditionner ces maladies dans le ventre de la mère. Donc, et là où c'est l'épigénétique qui va intervenir là, vous voyez, par exemple, histone modification et DNA méthylation, ça c'est les marques de l'épigénétique qui apparaît. Et donc, si vous voulez, il y a une grande part, ça démarre dans le ventre de la mère pour arriver, bien sûr, à se proroger pendant la naissance. Alors, c'est ce qu'on appelle, pour le système nerveux, c'est l'épigénèse. Si vous voulez, on sait très bien que le système nerveux a toute une partie de son développement après la naissance, mais il y a des phénomènes avant la naissance qui sont aussi à apparaître. Donc, bien voir que nos maladies commencent par des lésions qui se passent dans le ventre de la mère. Et c'est ce qui fait toute la gravité des intoxications, notamment par les pesticides, puisque c'est des maladies qui quelquefois vont se révéler que très tard, c'est-à-dire 30 ans, 40 ans plus tard, à l'âge adulte et post-adulte, alors que la maladie a commencé in utero. Et donc, si vous voulez, il est évident, comment voulez-vous qu'au niveau épidémiologique, on puisse faire le lien? Impossible, donc, de faire le lien, parce que qui va essayer de retrouver les anomalies qui ont lieu pendant la grossesse au niveau de la mère, 30 ans plus tard, pour expliquer telle ou telle apparition d'un diabète de type 2, d'un cancer ou d'un dysfonctionnement thyroïdien, etc. Et c'est là toute la difficulté des recherches aujourd'hui pour apporter les preuves. Et donc c'est ce que je dis souvent, que l'épidémiologie n'est pas suffisante, bien sûr, parce qu'elle est incapable de voir ce qui s'est passé pendant la naissance, et que c'est un phénomène, ce que je dis, c'est une preuve qui est multiple. C'est pour ça qu'hier, j'ai essayé de dire il y a les toxicités de laboratoire qu'il faut mettre en évidence, et en plus de l'épidémiologie, bien sûr, mais que c'est très difficile. Et c'est ce que je dis aujourd'hui pour apporter les preuves, je fais appel au principe de cohérence, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des faits ne se contredisent pas entre eux. Autrement dit, que ce qu'on a trouvé en laboratoire soit cohérent avec les études épidémiologiques. Alors, on a des concepts qui sont maintenant nouveaux, mais qui sont absolument unanimement reconnus par la communauté médico-scientifique internationale. La notion de programmation fétale des maladies. Donc là, il y a quelque chose qui se passe déjà. D'hérédité sans gène, puisque ce qui s'est passé avec le distilbène, par exemple, c'est qu'il y a une hérédité qui existe, mais en dehors des gènes. Et ça, si, c'est tout à fait nouveau, parce que souvent j'ai des conflits conceptuels avec nos amis généticiens, en disant, mais attendez, vous n'êtes pas seul en cause, il y a également l'épigénétique, et on a une hérédité sans gène, donc ça passe pas forcément par les gènes. Bon. Et de pathologie transgénérationnelle. C'est cela. Ces trois concepts sont essentiels à considérer aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui peut se passer dans des zones où il y a des perturbations environnementales. Alors, la programmation fétale des maladies par induction carentielle ou toxique, avec pour conséquence la genèse d'une inflammation tissulaire, ça, une inflammation de bas grade toujours, donc il peut se passer dès le début des maladies dans le ventre de la mère. C'est-à-dire l'ébauche fétale va déjà être enflammée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fœtus est incapable de défense immunitaire. Il n'y a pas de système immunitaire fonctionnel chez le fœtus. Par contre, il est capable d'inflammation. Et c'est ça
qui fait toute la gravité des choses et le fait que la maladie va naître au niveau fœtal, les premiers stades de la maladie. Transmission héréditaire des mécanismes épigénétiques sans mutation de l'ADN, acquisition d'une hérédité sans gène établie chez l'animal. Alors bien sûr, on a confirmé ce qui se passait avec le distilbène, mais vous voyez comme quoi le distilbène a été vraiment l'amorce de tous ces concepts-là. C'est-à-dire que, alors que c'était une erreur médicale de donner le distilbène à des femmes enceintes pour les éviter d'avorter, eh bien, ça nous a tout de même permis, par les études scientifiques, de tenir compte de cette erreur pour arriver à comprendre ce qui se passait. Concept de pathologie transgénérationnelle établi à partir des expériences impliquant les perturbateurs endocriniens. Donc ça, on revient au distilbène. Nouveau modèle de développement ontogénique. Alors ça, c'est très important aussi. Ça peut intéresser les pédiatres. C'est que autrefois, on avait, si vous voulez, on avait un développement. Qu'est-ce que j'ai fait là encore? On avait un développement qui était le suivant. C'était la théorie génétique. Tout était inscrit dans l'œuf. Tout le programme du développement embryonnaire et fœtal était inscrit dans l'œuf. Donc tout était dans l'œuf. Or, c'est plus du tout ce qu'on pense aujourd'hui. Tout se fait étape après étape. C'est un modèle qu'on appelle le modèle aristotélicien d'Aristote. C'est que l'œuf n'a rien de programmé. Tout est possible. Et c'est, si vous voulez, ce qui va expliquer d'ailleurs les malformations et ce qui se passe. Mais c'est chaque étape d'amont conditionne l'étape d'aval. C'est-à-dire que vous avez l'embryon arrivé à B, le fœtus C à D et le nouveau-né E. Donc tout ça, c'est une suite d'étapes où rien n'est prédéterminé dans l'œuf. Et donc c'est la raison pour laquelle on rejoint l'idée que connaissent bien les pédiatres, les gynécologues, etc., c'est que les obstétriciens, c'est que le fœtus est extrêmement vulnérable, la grossesse est extrêmement vulnérable, si vous voulez, à toute perturbation venant de l'extérieur. Et c'est pour ça que si j'ai un message à dire aujourd'hui pour ce qui est de ce qui se passe en Martinique comme ailleurs, hein, c'est protéger les femmes et les enfants. C'est ce qu'il y a de capital. Et vous savez, quand un bateau coule, qu'est-ce qu'on dit? Les femmes et les enfants d'abord sur les bateaux. Bon, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est que tout est là, tout se joue là. C'est-à-dire que pendant la grossesse, non seulement c'est à la naissance que ça va se jouer, et la sage-femme va dire « Oh ben, bravo, votre enfant, votre bébé est tout à fait normal ». Mais non, tant mieux s'il est normal, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas déjà conditionné à avoir une maladie plus tard. C'est ça que ça veut dire. Donc une grossesse. Et c'est l'épigénétique qui est l'explication de tout ça. Alors on revient aux trois étapes qui sont essentielles, l'initiation, la promotion, la progression. Alors qu'est-ce qui se passe? La différence, alors on retrouve ces trois étapes, vous voyez les trois étapes sont là. Alors l'initiation, alors c'est, vous voyez que là, qu'est-ce qui peut provoquer un cancer? C'est le silence, le manque d'expression des gènes de suppression des tumeurs. Ben, à ce moment-là, s'il n'y a plus l'expression de ces gènes-là, ben, ça veut dire que le cancer peut jouer. Bon. Après, nous allons voir qu'au niveau de la promotion, ça peut être les messagers secondaires qui peuvent jouer. Là encore, on a le silence. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là encore? Le silence des gènes suppresseurs.
Et puis, ça peut jouer aussi sur l'activation des oncogènes. Bon. Et puis, vous avez, au niveau de la progression, des troubles métaboliques qui ne relèvent pas non plus de la génétique, qui peuvent être induits par l'épigénétique. Alors, il y a l'inflammation. Et par exemple, l'invasivité et les métastases en cancérologie, qui sont effectivement du domaine de la progression, eh bien là, ce sont des phénomènes également liés plutôt à l'épigénèse qu'à des mutations. On n'a jamais trouvé de gènes, de mutations qui expliqueraient le processus métastatique. Jamais. Donc, on pense que c'est de l'épigénétique. Ici, pour la génétique, alors ça, c'est ce qu'on connaissait, la mutagénèse, avec la déstabilisation initiale du génome. Il suffit qu'il y ait une mutation qui touche certains gènes pour obtenir une déstabilisation complète du génome dès l'initiation. Voilà. Alors là, ça veut dire que dans ce cas-là, la sélection clonale va jouer dès l'initiation. Bon, les mutations pour la promotion et puis la déstabilisation. Donc autant, vous voyez que pour ce qui est de la cancérogénèse, avec ces 3 étapes, que la génétique n'expliquait pas tout. Et d'ailleurs, on le savait déjà parce qu'on avait certains cancers sans mutation. Donc ça veut dire qu'il y avait, ou sans mutation précoce en tout cas, ça veut dire que l'épigénétique pouvait intervenir tout simplement par soit une ciblation des oncogènes, soit plus souvent par une non-expression des gènes suppresseurs de tumeurs. Donc vous voyez que ça a beaucoup progressé dans la connaissance de ce qui se passe. Alors, il y a deux choses qui jouent essentiellement. Il y a l'hypométhylation de l'ADN et l'hyperméthylation de l'ADN en cancérologie. Alors, je ne sais pas si vous allez voir tout ceci. Voilà, donc on a essayé, je crois que cette diapositive, elle n'apporte pas grand-chose de nouveau. Bon, en tout cas, c'est les deux choses. Hein. L'hyperméthylation est plutôt via la stimulation des oncogènes, alors que l'hypométhylation est plutôt le silence des gènes. Voilà, donc on va passer ça, parce qu'on n'en voit pas la diapo de toute façon. Bon, alors, pour ceux qui disent gènes qui sont hyperméthylés en cancer et leur rôle dans la cancer progression, vous voyez, alors là, donc il y a un certain nombre de gènes. Peu importe, je ne veux pas insister sur ceci. Ça a peut-être même changé depuis. Là, ça date à peu près de 2018 ou 2019. Voilà, donc ça peu importe, c'est compliqué. Voilà. Alors, dans un article, alors quelle est la question qu'on peut se poser? Quelle est la fraction des cancers liés à l'environnement? Est-ce que tous les cancers sont liés à l'environnement ou est-ce que il n'y en a qu'un certain nombre? Donc, autrement dit, quelle est la fraction attribuable à l'environnement? Alors, il y a eu une contestation récente dans un article qui a été publié dans Science en gros, qui tentait de démontrer que les cancers étaient liés au hasard. Alors c'est vrai que les tissus qui se divisent le plus rapidement, sont plus sujets à muter au hasard que des tissus qui se divisent très lentement. Bon. Et donc, ils ont interprété, c'est un travail américain, ils ont interprété ça comme le fait que, étant donné qu'il y avait plus de cancers dans les tissus qui se divisaient rapidement, par exemple le cancer du digestif, le cancer du sein, etc., la leucémie, cancer de la moelle osseuse, etc. Bon. Et ils en ont déduit que, et c'est là où est leur erreur, que c'était lié au hasard, parce que quand ça se divise plus, eh bien, il y a la probabilité d'avoir un manque de reproduction de l'ADN de façon totalement intègre et grande.
Bon, en fait, c'est faux, car on sait aussi que plus un cancer se divise, plus un tissu se divise rapidement, plus le risque d'avoir une mutation est élevé liée à un produit chimique. Et c'est ça toute la différence. Et c'est là leur erreur. Donc ça a créé un tollé général dans la communauté scientifique, y compris au niveau de l'OMS. Donc voilà, enfin l'IARC, c'est-à-dire le Centre international de recherche sur le cancer de Lyon. Voilà. Donc nous avons, à ce moment-là, écrit un article pour dire que nous n'étions pas d'accord. Bon, cet article a été publié dans une revue, mais n'a pas été publié dans la revue Nature, qui... voilà, bon, peu importe. Donc, en fait, il s'était trompé à plusieurs écarts. Et voilà, nous, ce que nous pensons actuellement. Voilà. Donc, ceci est une hypothèse, bien sûr, une vieille discussion que nous avons publiée, c'est-à-dire que le tabac, bon, ben, c'est mutationnel, il y a des mutations, non, mais ça représente que 20 à 25% de l'ensemble des cancers. Ça veut dire que tous les autres facteurs liés au mode de vie, etc., c'est 40% à peu près. Donc, ça peut jouer sur la promotion, mais c'est au mieux 40% donc pour la promotion, sachant que tout le reste, il faut l'expliquer. Donc on a à peu près ici 75% des cancers qui proviennent de mutations qui seraient autre part que dans le tabac, et à peu près 60% des cancers pour lesquels la promotion ou la co-carcinogénicité serait expliquée par autre chose que le mode de vie ou le tabac. Voilà. Donc, et alors que il y aurait uniquement en ce qui concerne les cancers purement d'origine génétique qu'un très faible pourcentage, 5 à 10%. Donc voilà. Donc ça, c'est une hypothèse et qui nous fait dire aujourd'hui que voilà. Donc nous, en gros, que il y aurait 3 types de cancers. 1% qui serait attribué à des facteurs purement, 1% à peu près qui serait attribué à des cancers héréditaires, donc c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être jusqu'à 5%, peu importe, et des cancers qui apparaîtraient de façon spontanée. On ne peut pas, si vous voulez, écarter l'idée que le hasard existe, on dirait 10%, et qu'en gros, il y aurait au moins 70% des cancers qui seraient liés à des carcinogènes exogènes, donc environnementaux. Donc 70 à 90% des cas qui seraient liés à des cancers liés à l'environnement. Voilà, alors là, c'est une communication que j'avais faite en 2017 à Barcelone, avec l'idée de dire que les radicaux libres interviennent aussi dans le cancer. Alors, c'est presque fini le temps? Bon, d'accord. Alors, je vais justement dire tout simplement, voilà, vous voyez ici, c'est un schéma qui nous montre que les radicaux libres, le stress oxydant intervient. Il intervient au niveau de la promotion également. Ça, c'est ça stimule la prolifération cellulaire, mais que globalement, le stress oxydant, vous voyez, quand le stress oxydant progresse, vous avez les mutations de l'ADN nucléaire qui progressent, et puis, à partir d'un certain stade, la cellule se détruit. Alors, est détruite. Vous savez, la pathologie se distingue entre deux choses. Ce qui détruit
les cellules, c'est-à-dire le versant cytotoxique des pathologies. Alors c'est la maladie d'Alzheimer, c'est le diabète, etc., etc. Et puis le reste, c'est la prolifération cellulaire, donc c'est l'inverse, et qui est le cancer. Voilà. Alors je pense que je vais m'arrêter là. Oui, ça j'en ai parlé, c'est le rôle des mitochondries. Ça c'est trop compliqué. Voilà, bon, ben, c'est tout. Attends, je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Voilà, ça résume un peu l'ensemble. Vous voyez qu'il y a des facteurs environnementaux, incluant l'alimentation, bien sûr, mais l'alimentation vue sous l'angle de vecteurs de produits toxiques. Il y a des relations entre la génétique et l'épigénétique, et puis tout ceci aboutit, pour ce qui est de l'épigénétique, à une aberration de l'expression des gènes, c'est ça. Et ça peut donner, bien sûr, un cancer, mais également d'autres maladies, par le biais de l'inflammation. Voilà. Alors ça, c'est dans le livre que j'ai écrit sur le sujet. Et donc là, vous pouvez retrouver, si vous voulez, il y a tout un chapitre sur l'épigénétique, comment naissent les maladies. Donc n'oublions pas, pour résumer, les maladies, c'est dans le ventre de la mère que ça commence à apparaître, et alors que ça va se révéler beaucoup plus tard, que... très peu de maladies sont en fait d'origine génétique, l'hérédité intervenant dans à peu près 1 à 5% des cas, au grand maximum, et que tout le reste, ou la plupart en tout cas, c'est essentiellement d'origine environnementale que ça a lieu, et que les mécanismes épigénétiques sont un mécanisme explicatif, c'est ça qui est important, du rôle de l'environnement dans l'apparition des maladies. Ça, c'est très important. C'est grâce à l'épigénétique maintenant qu'on comprend pourquoi l'environnement, comment l'environnement intervient dans la naissance des maladies. Si vous ne voyez le phénomène que du point de vue génétique, avec une interaction directe des toxiques vis-à-vis de l'ADN, vous n'expliquez pas le rôle de l'environnement dans de très nombreuses maladies. Voilà. Donc, d'où l'importance de l'épigénétique.